nous sommes là. D'accord, donc on vous écoute pour le deuxième cours. D'accord, merci. Bonjour chers maîtres, bonjour chers collègues. Alors, l'honneur nous revient ce soir pour vous présenter le thème portant sur l'entérocolite ulcéro-nécrosante qui a été préparé par Dr Kadidia Tundiaye et moi-même Dr Baldia Mamadou Selou. Donc, pour une meilleure compréhension du cours, nous avons réparti le plan en 3 grandes parties, à savoir les généralités, le diagnostic et le traitement. Diapo. À titre de définition, il faut savoir que l'entérocolite ulcéro-nécrosante, la définition, elle est anatomopathologique. Elle va donc se définir par une nécrose par infracissement hémorragique de la paroi digestive débutant sur le versant luminal, pouvant aller jusqu'à la perforation. Donc, elle touche plus spécifiquement les enfants nés prématurément, nous le verrons pourquoi, et avec un faible poids de naissance. Il faut savoir qu'elle affecte de manière privilégiée l'ilion terminal et le côlon proximal, mais l'intestin grêle n'est pas aussi épargné, il peut être impliqué. À titre d'intérêt, il faut savoir que dans le monde, 15 millions de prématurés sont répertoriés par an. Aux États-Unis, 1 à 7% des nouveau-nés. Et dans ce nombre, il faut savoir que les prématurés occupent plus de 90% des cas. Donc, l'âge gestationnel, plus l'âge gestationnel est faible, plus le taux d'entérocolite ulcéro-nécrosante est augmenté. À titre de diagnostic, il faut savoir que c'est une urgence médico-chirurgicale majeure et les étiologies sont encore floues, bien que pas mal d'études ont été réalisées et d'autres sont en cours. L'intérêt pronostic, c'est une complication. Il y a vraiment des complications très graves. À titre de mortalité des entérocolites ulcéro-nécrosantes, qui se situe entre 15 et 30%. Donc, l'entérocolite ulcéro-nécrosante chez le grand prématuré, il y a un risque de décès de 2 à 10 en fonction de l'âge gestationnel. Donc, ça, même dans les pays développés, le taux de mortalité est élevé. Et dans les pays en voie de développement, il est encore plus élevé. Dans la thérapeutique, la prise en charge, elle est médico-chirurgicale et elle est urgente. 20 à 40% des prématurés requièrent une chirurgie. Le coût est honoré et difficile. Et dans le cadre de la prévention, l'allaitement maternel est en tête de liste. Toujours dans les généralités, en rapport avec la physiopathologie, il faut savoir que les étiologies sont multifactorielles, dont notamment la prédisposition génétique, la colonisation du microbiote intestinal spécifique, l'immaturité de la barrière intestinale et du système immunitaire, les perturbations du flux sanguin et l'inflammation systémique. Dans la prédisposition génétique, l'un des mécanismes physiopathologiques connus de l'entérocolite est la cascade inflammatoire. Donc, plusieurs gènes ont été mis en évidence, dont les polymorphismes génétiques codant les chimiokines et cytokines pro-inflammatoires ont été découverts, dont le gène codant le IL4, le NF-κB1, le carbamonyl phosphate synthétase 1. Ils ont été quand même mis en évidence dans l'évolution et dans la physiopathologie en rapport avec l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Dans la colonisation du microbiote intestinal spécifique, il faut savoir concernant le microbiote intestinal de l'entérocolite ulcéro-nécrosante, il y a 3 notions à retenir, à savoir la faible diversité chez le prématuré spécifiquement. Comme nous l'avons dit, plus de 80% des cas sont retrouvés chez le prématuré. Donc, n'ayant pas complété sa maturation, il a une faible diversité, la grande variabilité et l'évolution temporale. En rapport avec les facteurs principaux qui peuvent influencer la colonisation bactérienne, on a le type d'allaitement, c'est-à-dire l'alimentation auquel le nouveau-né a été soumis juste après la naissance, le mode d'accouchement, s'il est par voie haute ou la voie basse, et le terme de la naissance, c'est-à-dire la gestation.
En rapport avec le type d'allaitement, il faut savoir que la colonisation est toujours faite de manière progressive, quel que soit le groupe. Que le nouveau-né soit mis sous allaitement maternel ou allaitement artificiel. En revanche, la composition varie. En effet, chez les enfants nourris spécifiquement au sein, on retrouve des bactéries du type bifidobactéries essentiellement. En revanche, le taux de bifidobactéries en cas d'allaitement artificiel est plus bas. Et en parallèle, on retrouve des staphylocoques, des Escherichia coli et des Clostridium. En rapport avec le mode d'accouchement, les enfants nés par voie basse porteraient davantage de souches de bifidobactéries et de Escherichia coli, mais moins de Clostridium difficile. En revanche, les enfants nés par césarienne auraient une flore intestinale essentiellement colonisée par des souches qui ont un pouvoir pathogène élevé, comme le Pseudomonas et l'Acinetobacter. Le terme de la naissance, un enfant prématuré a une flore composée par Escherichia coli, le Klebsiella et l'Enterobacter, contrairement aux enfants nés à terme qui ont principalement des bifidobactéries et des lactobactéries. Donc, cette modification de la colonisation en fonction de l'âge peut s'expliquer par l'utilisation des antibiotiques chez les enfants prématurés, je m'excuse, ou encore le recours à la nutrition entérale dès les premiers jours de vie. En rapport avec l'inflammation, l'oxyde nitrique, les cytokines, les chimiocytokines, les PAF, ce sont entre autres des substances qui sont intégrées, qui ont une part importante dans l'inflammation. Et l'inflammation est une partie intégrante dans l'évolution de l'entérocolite ulcéronécrosante. Donc, l'oxyde nitrique est une molécule pro-inflammatoire connue comme agent qui est impliqué dans la physiopathologie de l'entérocolite ulcéronécrosante. Ces molécules pro-inflammatoires peuvent provoquer des lésions et des perturbations au niveau de la barrière intestinale de ces enfants prématurés, qui devient ainsi non fonctionnel et permet le développement de pathologies telles que l'entérocolite ulcéronécrosante. L'immaturité de la barrière intestinale et du système immunitaire rattaché dans le cadre de la prématurité, il faut savoir qu'il y a des échanges permanents qui se font entre le microbiote intestinal et l'épithélium intestinal. Ces interactions permettent de maintenir l'homéostasie intestinale et jouent un rôle dans le processus immunitaire. Classiquement, on distingue 3 niveaux de barrière physique du système immunitaire dans la muqueuse intestinale, à savoir la couche de mucus, les cellules épithéliales et la lamina propria. La muqueuse intestinale des prématurés est en permanence agressée par des facteurs comme l'hypoxie et l'alimentation artificielle. Il y aurait une apoptose accrue des